parce qu'il n'aimait pas le job, qu'il me disait que les militaires allaient prendre le pouvoir ici au Plus Maroc, les islamistes. et que les islamistes, et alors conjonction militaire et islamiste effectivement absolument dramatique, c'est ce qu'ils essayaient de vendre aux Américains à l'époque, j'ai tout de suite compris, je me suis dit qu'effectivement c'était lui qui voulait jouer ce rôle, le rôle de substitution. Il m'avait employé ce terme devant moi, je dois être la colonne vertébrale du roi. La colonne vertébrale du roi, c'est le rôle qu'il a voulu jouer. Il ne l'a pas joué, il a trouvé porte close. Voilà. Tout ça est tombé par terre. Oui. Le roi n'aime pas le job. Il s'est trompé sur la personnalité de son propre cousin. Et le roi n'aime pas le job, il suffit de regarder. Il suffit de regarder. Il accomplit le job et de la manière que l'on voit. Il parle du Sahara d'une manière qui va choquer tous les Marocains. Il en parle de manière désincarnée comme un rapport du département d'État. Oui. Et donc il n'y a pas d'empathie. Oui, il n'y a pas de patriotisme. Vous appelez ça patriotisme, il n'y a pas d'empathie, donc effectivement ça risque de poser un problème. Il cite des phrases de Bouteflika Oui. qui pèsent lourd. Oui, oui. Bouteflika lui téléphone pour lui dire nos généraux sont meilleurs que le Marzen. Oui. Et il cite ça triomphalement. Oui, ça risque d'être effectivement assez mal pris également. Oui. Ça montre à quel point il s'est éloigné. Vous ne croyez pas que le livre est un éloge en creux de Sa Majesté? Oui, on a envie de dire quelle patience quand même. Hein. Oui. On a envie de dire quelle patience, Oui. parce que c'est pas évident de supporter ce genre de choses. Vous avez écrit aussi, à l'époque, un papier historique sur Driss Basri, quand il avait quitté le pouvoir. Ah oui, Driss Basri, c'est Driss. J'ai eu tellement d'histoires avec lui. Alors c'est cette rencontre qui a lieu à Paris, dans son appartement de... C'est l'appartement de Mendes France. Collignon, oui, qui fut celui de Mendes France. C'est là où il me dit, je suis un colosse, je suis un géant, je suis un maréchal du Maroc, et ceux qui m'attaquent ne savent même pas lasser leurs bottes. Voilà ce qu'il dit, effectivement, le cas Basri, oui, c'était lui. Bon, il était déjà malade à l'époque, mais alors, moi ce qui m'a surpris, ce qui m'étonne maintenant quand je vois la manière dont réagit Moulay Hicham à mon portrait, finalement, ils réagissent de la même manière tous les deux. C'est-à-dire, tous les deux m'ont harcelé de coups de téléphone alors que j'écrivais le portrait, en me disant ne m'attaquez pas, ne dites pas ceci, ne dites pas cela, etc. Tous les deux. Et tous les deux ont rompu avec moi après. C'est le cas également de Driss Basri. On peut comprendre, en ce qui concerne Driss Basri, moi je le comprends, c'est un pur produit ici du Marzen ancestral, qui n'a jamais compris ce que c'était que la liberté de la presse. Je comprends moins de la part de Moulay Hicham, qui se dit démocrate et formé à Princeton. On accepte les critiques quand on est démocrate et formé à Princeton. On ne les refuse pas. Vous ne croyez pas qu'ils ont quelque chose de commun en ce qui concerne la presse, qui s'appelle l'utilisation, la manipulation? Certainement, c'est en tout cas ce que je lis d'après les réactions d'un certain nombre de journalistes à qui il a eu affaire ensuite, notamment marocains, qui ne sont pas entrés dans ce jeu et avec qui il rompt dans ce livre. Il y a un prurite de la manipulation. Il y a un prurite, oui. Il y a incontestablement, il y a quelque chose de ce genre. On va parler de vous. C'est difficile, je sais. Votre itinéraire. Alors, une précision. Beaucoup de gens croient que Soudan est un pseudonyme. Non, c'est pas un pseudonyme, c'est un nom. C'est un nom. Bien. D'origine de la Belgique, Belgique francophone, la Wallonie. Et vous êtes un ch'ti. Un ch'ti, pur ch'ti. Ch'ti, pour les Marocains, c'est le nord de la France. C'est le nord de la France, oui. C'est notre Rif à nous. Voilà. Alors, le Rifin est né le 14-12-1952. Où? Eh bien, en plein pays ch'ti, à Valers, c'est-à-dire, personne ne connaît d'ailleurs, mais c'est en plein pays minier, donc c'est pas très loin de Lens, pour ceux qui connaissent. Père médecin, généraliste. Père médecin, généraliste, qui a tâté de la psychiatrie, qui est redevenu généraliste. Enfin, mère au foyer. Médecin. Mère au foyer, oui. Un frère, deux sœurs. Un frère et deux sœurs, oui. Le deuxième dans la fratrie. Et je suis le deuxième dans la fratrie, tout à fait. Études de journalisme à Lille. À Lille et... École supérieure de journalisme. École supérieure de journalisme de Lille. Dirigée par Bourges. Ah oui, à l'époque, c'était Hervé Bourges, oui, tout à fait. C'était Hervé Bourges, c'est un sacré personnage, Hervé Bourges, quand même. Il a beaucoup compté dans ma formation. Interrompu les études pour faire le service militaire. Oui, dans la coopération, voilà. J'étais coopérant et j'étais enseignant dans ce qui s'appelait à l'époque le Dahomey, Bénin, enfin c'était à l'époque Kérékou. Donc c'était une époque marxiste-léniniste pour ce pays. Et le tropisme africain est né ainsi. Il est né à ce moment-là.
Voilà, il est né à ce moment-là. Ensuite, je suis revenu, j'ai fait Sciences Po à Grenoble, et j'ai écrit une vingtaine de journaux pour trouver un emploi. Et le premier à me répondre, ou l'un des premiers, était Jeune Afrique en l'occurrence. Philippe Gaillard. Un très grand monsieur, Philippe Gaillard. Qui était directeur de... Que vous avez bien connu, Hamid. Oui, qui était directeur de la... Il était directeur de la rédaction de Jeune Afrique. Alors, il a lu votre mémoire sur Alors, il lit mon mémoire. Évidemment, quand il me reçoit, il me dit oui, bon, oui, moi j'ai rien appris, mais bon, apparemment vous savez écrire. Donc, je vous mets à de la rédaction publicitaire, vous verrez bien. Alors, j'ai commencé mon premier article pour Jeune Afrique, c'est en fait un article de rédaction publicitaire pour les stylos Waterman, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, il y a plus glorieux. Le deuxième papier sur le writing. On me colle entre les mains l'interview d'un président africain. Lequel alors je me demande si c'était pas Buyoya, ou à moins que ce soit Biarimana, enfin un président du Rwanda ou du Burundi de l'époque, qui était écrite avec les pieds. Donc j'ai dû tout réécrire, j'ai tout refait, les questions, les réponses, etc. Enfin j'ai mis en français. Et Gaillard était très content de mon job. Et donc il m'a gardé en stage. Ensuite j'ai été maintenu. Et au bout de 6 mois, j'ai rencontré Béchir Ben Ahmed. 6 mois après. Rencontre curieuse et exceptionnelle. Vous l'avez trouvé charmant. Alors oui, moi j'ai trouvé charmant. Alors, il vous a trouvé charmant aussi. Il paraît que c'était pas vraiment la règle, mais en tout cas, il a été tout à fait charmant. Quand on connaît Jeune Afrique, l'explication très simple, c'est la grapho. Alors ça, c'est possible, Hamid. C'est possible. Oui. Possible que la graphologie ait joué en ma faveur. Oui. Ah ouais, ça c'est possible. Bien. Premier édito, vous publiez une photo. Oui, une photo de l'époque. Oui, je me souviens, c'est un éditorial sur les... Il faut montrer la photo. Mon Dieu. Oui, effectivement. Je jure qu'elle est authentique. Ah, elle est tout à fait authentique. C'est le Christ. Nous étions vers quoi, 78, 79. Donc effectivement, à l'époque. On était comme ça quand on était jeune. Alors, l'un des barons de Jeune Afrique... On ne va pas le nommer. On ne va pas le nommer, proteste, en disant on ne peut pas passer dans Jeune Afrique la photo de quelqu'un qui est... coiffé de cette manière, habillé de cette manière, ça n'est pas possible. Il est allé voir Ben Ahmed pour lui dire, Ben Ahmed a dit aucun problème. Voilà, donc la photo est passée, mais c'était amusant. Grand reporter. Oui. Du bon boulot. À l'Abja. J'ai essayé. Oui, à l'Abja... vous avez couvert à l'Abja. Voilà. À l'Abja, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était en... Rappelez les faits. Voilà, c'était en 88 au mois de mars, 1988 au mois de mars, l'aviation de Saddam Hussein, le 16 mars exactement, a gazé entièrement la ville kurde de Halabja. C'était le premier gazage massif de l'histoire sur une population civile, en plus irakienne, fait par des Irakiens. Je suis allé en Iran 2 jours après. Les Iraniens nous ont emmenés, parce que c'était une zone sous contrôle à l'époque du PKK pro-iranien, nous ont emmenés sur cette zone, et cette photo que vous voyez, je l'ai vue, c'est-à-dire que le village était absolument surréaliste. C'était comme si une espèce, je dirais une fée, avait jeté un sort. Toute la population était comme endormie partout. Il y avait des pièces où il y avait des gens, toute une famille, une fratrie autour d'une table, tous allongés. Des gamines se tenant la main, foudroyées dans la rue. Et donc ça avait quelque chose de totalement surréaliste et en même temps d'absolument épouvantable. Moi j'en ai fait des cauchemars pendant des années après. C'est sans doute la scène qui m'a le plus marqué, oui. Grand reporter aussi au Tchad. Oui, ça c'est au Tchad. Effectivement, c'est au Tchad. C'est la guerre avec la Libye. Ouais, c'était l'armée de Hissène Habré et l'armée de Hissène Habré. Donc on m'avait emmené jusqu'à Faya-Largeau, à l'époque où ils avaient alors mis au tapis 150 chars libyens, la fameuse Légion verte de Kadhafi. S'était retrouvé complètement le nez dans le sable avec ce qu'ils appelaient les réseaux Toyota. Ils faisaient ça à bord de Toyota. Et c'est là que j'ai fait la connaissance du chef d'état-major à l'époque, qui est un certain Idriss Déby Itno, qui est maintenant président du Tchad. Question. Vous n'avez jamais été tenté de quitter Jeune Afrique? Je suis très fidèle. Je suis très fidèle. Mon ADN a fini par se confondre avec celui de Jeune Afrique. J'ai eu des propositions, oui, effectivement. Bouge. Pour RFI? À l'époque, RFI, le matin de Paris, des choses de ce genre. Mais vous n'avez jamais quitté? Non. Vous avez un statut unique. Vous êtes à la fois, vous incarnez un projet d'entreprise et du journalisme professionnel, et du journalisme indépendant. C'est rare,
cette double identité, cette double... Ah, c'est unique, oui. C'est unique. Je pense que c'est effectivement unique parce que je suis à la fois directeur de la rédaction, donc garant, si je puis dire, de l'indépendance rédactionnelle, mais je suis également vice-président du groupe, donc garant de l'indépendance aussi, quelque part, financière du journal. Donc, je dois jouer avec deux casquettes. L'important n'est pas de ne pas les mettre en même temps, auprès des mêmes personnes. Et l'équilibre? L'équilibre, c'est un miracle permanent, Jeune Afrique. Hein. Et la compatibilité? C'est un miracle permanent, c'est un journal indépendant qui doit jouer en permanence de la multidépendance. C'est-à-dire que nous avons l'actionnaire principal, c'est Béchir Ben Ahmed. Ce journal a besoin par ailleurs de vivre, donc a besoin de ressources publicitaires, parce qu'on n'a aucune autre ressource que celle-là, en dehors du produit de la vente du journal. Et donc ces ressources publicitaires sur le continent sont pour beaucoup des publicités d'État. Donc ça vous oblige effectivement à avoir des contacts au niveau étatique, mais la multidépendance, c'est-à-dire le fait d'avoir ce type d'accord avec un certain nombre de pays, nous permet de jouer sur tout ça pour en réalité donner ce journal que nous donnons, qui est un journal indépendant. Et le caractère unique s'explique par la dualité, par le fait d'avoir des publiés-reportages et de faire sur les mêmes pays des articles... Oui, des publiés-reportages qui sont labellisés comme tels. Oui. Labellisés comme tels. Message. Oui. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de rédactionnel déguisé ou de publicité déguisée en rédactionnel. C'est pas très compris. Je sais, ce journal vit avec ça depuis le début. Ça n'est pas très compris, et ça n'est pas d'ailleurs compris par un certain nombre de chefs d'État africains qui ne comprennent pas que lorsqu'ils donnent, ou quelqu'un dans le gouvernement donne la publicité à Jeune Afrique, il puisse y avoir un article qui les critique. Donc à chaque fois, il faut réexpliquer, et leur réexpliquer que Jeune Afrique, c'est ça aussi, et ça fonctionne de cette manière. Est-ce que Bébé Y a pris sa retraite? Oui, voilà, Béchir Ben Ahmed. Ça, c'est une photo qui date effectivement d'un certain nombre d'années, mais c'est typiquement... Lui est en train de faire signer un livre d'or, d'ailleurs, de l'entreprise à un visiteur africain. Béchir Ben Ahmed n'a pas pris sa retraite. C'est impossible. Il a pris sa retraite de Jeune Afrique. Il a pris des distances par rapport à Jeune Afrique, dont il a laissé la gestion à la fois financière à ses fils, à l'un de ses fils, qui est Amir Ben Ahmed, et la gestion rédactionnelle à moi-même et à Marwan Ben Ahmed. Donc ça m'a trois, effectivement, voilà, c'est une photo avec les Marwan et Amir à droite et moi-même à gauche. Mais il a pris des distances et effectivement c'est nous qui nous occupons maintenant de l'hebdomadaire, mais il continue de le surveiller du coin de l'œil. Hein. Pardon? Il continue de surveiller du coin de l'œil ce qui s'y passe, c'est évident. C'est évident. Il y a une question qui se pose, c'est la connivence, c'est-à-dire la fréquentation des pouvoirs. Comment peut-on être indépendant tout en pratiquant la connivence? Est-ce que la connivence est indispensable? Est-ce qu'on a besoin de fréquenter les pouvoirs? Alors, pour avoir un accès à l'information, surtout sur le continent africain, avoir accès au pouvoir, parler avec les gens du pouvoir, les rencontrer, est absolument indispensable. Donc, ça n'est pas de la connivence. C'est la recherche de l'information au bon endroit, en étant effectivement quelqu'un de suffisamment respectable pour que l'on vous voie et pour que l'on confie de l'information, y compris de l'information dont on vous demande de ne pas la publier tout de suite, et sans doute plus tard. Il faut jouer ce jeu-là. Et vous avez à ce moment-là accès à l'information. Ça n'est pas de la connivence. La connivence, c'est le mercenariat. Ça n'est évidemment pas ce que nous pratiquons. J'emploie le mot, c'est François-Olivier Gisbert qui emploie le mot connivence, et il s'agit de la France. C'est la fréquentation des pouvoirs. Oui, la fréquentation des pouvoirs, elle est obligatoire si on veut faire son métier sur le continent. Elle est même indispensable. Comment on peut travailler sans? En sachant que quand on est sur le continent africain, on est reçu dans le salon, et dans les 5 minutes qui suivent, on vous emmène dans la cuisine. Oui. Donc il faut accepter de faire ce pas et d'aller également dans la cuisine. Mais ça n'est pas déshonorant, ça n'a rien de problématique, à partir du moment où cette connivence, à un moment ou à un autre, se traduit par de l'information. C'est ce que nous faisons, nous, tous les jours. C'est inconnu au Maroc, entre autres. C'est dommage, parce que le journalisme n'est pas soit un journalisme de mercenariat ou d'adhésion complète et totale, soit un journalisme d'hostilité et d'opposition totale. Ça n'est pas ça, le journalisme. Parce qu'il n'y a pas la connivence. D'un côté comme de l'autre. D'un côté, on ne peut pas donner l'information parce qu'on a les mains liées, pour toutes sortes de raisons. D'un autre côté, on ne peut pas la donner parce qu'on n'y a absolument pas accès. Ou alors sur le mode de l'agressivité. Quelques photos. Oui. Bah oui, ça c'était
Le roi de la connivence, c'était lui, c'était Omar Bongo. Hein. Alors il fallait prendre ses distances. Il y a des gens avec qui il fallait prendre des distances, il fallait faire très attention. Sassou. Oui, oui, Denis Sassou Nguesso, oui. C'est l'Afrique centrale aussi. Ce sont des personnages intéressants. Hein, mais, Notre génération. Oui, ça c'est Joseph Kabila. Alors Kabila, je l'ai rencontré beaucoup, très jeune, alors qu'il venait d'accéder au pouvoir. Lui aussi, c'est un personnage extrêmement énigmatique. Hein, extrêmement énigmatique et beaucoup plus intéressant qu'on le croit, mais qui peut avoir des côtés assez toxiques. Mais qui est un personnage intéressant, qui dirige un très grand pays. Il a un avenir. On lui donnait pas, alors lui, on lui donnait pas une semaine. Hein. Tout le monde s'est trompé sur lui, mais on lui donnait pas une semaine. Il a un avenir, oui, incontestablement, je pense. Ça, c'est la plus belle photo. C'est l'interview de proximité. Alors, c'est l'interview de proximité, oui, c'est ça. Oui, c'est ce que vous dites, la connivence. Il y a quand même 10 mètres qui nous séparent. Il y a Dema. Et Yadema est à droite, son ministre de l'Information est là, et moi je suis là. Et je suis en train de faire l'interview dans une salle où il doit faire 2 ou 3 degrés, parce que c'était réfrigéré. Il devait être peut-être 5h30, 6h du matin, parce que c'est à l'heure à laquelle il recevait. Et il vous recevait à 5 ou 6 heures du matin en vous obligeant à prendre une coupe de champagne pour commencer l'interview. J'imaginais dans quel état on était, il fallait tenir. Mais ce sont des souvenirs La photo est très drôle. Absolument extraordinaires. Ouais. Oui. Il y avait quand même un micro. Il y avait quand même, non, je devais parler très fort. Mon enregistreur est ici, là. Voilà, donc je suis obligé de crier. Et c'était alors une mise en scène de sa part qui frisait l'intimidation, c'est clair. Une mise en scène. Le journalisme, connivant ou pas connivant, aboutit aussi à la confrontation. Et vous avez connu la confrontation, en particulier au Maroc. Ah oui. Il y a une histoire d'infos confidentielles. Ah oui, je vois de quoi vous faites allusion. On en revient à notre cher Sidris, que Dieu ait son âme. C'était effectivement une information, c'était à la fin des années 80, donc sous le règne de Hassan II. Le roi du Maroc avait accordé une interview au directeur du Nouvel Observateur, Jean Daniel. Jean Daniel. Interview enregistrée, dans laquelle il y avait des passages utilisés, des passages non utilisés par Jean Daniel. On a écouté cette cassette, il nous l'a fait entendre sans penser du tout à mal ou quoi que ce soit. Et il y avait dedans une petite phrase, une petite information. Le roi devait recevoir à l'époque Chadli Ben Jdid à Ifrane, et il avait reçu auparavant 3 dirigeants du Polisario. Il les avait reçus et il disait dans cette interview, je suis comme un pêcheur qui a jeté 3 lignes à l'eau et j'attends que ça morde. Bien. Donc on a sorti, nous, cette petite phrase qui nous semblait très, très mignonne, hein, très pas mal, amusante. Chadli Ben Jdid. Sans donner la source. Sans donner la source. Chadli Ben Jdid, quand il a vu effectivement cela apparaître dans Jeune Afrique, a immédiatement annulé son voyage. Il n'est plus venu à Ifrane. On peut imaginer que Hassan II était mécontent, comme vous l'imaginez. Mais il ne savait pas d'où venait la phrase. Il ne savait pas d'où venait la phrase, il avait sans doute oublié qu'il l'avait prononcée, il ne savait plus d'où ça venait, comment ça a été sorti. Donc il a chargé son ministre de l'Intérieur et de l'Information, Brice Basri, de trouver l'origine sur ces entrefaites. Je débarque au Maroc, je dirais tout à fait par hasard, justement pour aller couvrir cette rencontre d'Ifrane, parce que j'ignorais que Chadli avait annulé. Donc je me rends à Ifrane. Et là, je contacte l'Intérieur, l'Information, Basri, etc. Ils ne savaient d'ailleurs même pas que j'étais venu. Et là, c'était tout de suite, le piège se referme autour de moi. Donc on m'envoie des gens, il m'envoie des gens, lui-même me reçoit Basri, il m'envoie des gens en disant, bon, qui et comment vous avez eu cette information, qui l'a donnée, vous ne sortirez pas de ce pays tant que vous ne l'aurez pas donnée. Moi, je refuse évidemment de donner ma source. S'ensuit un petit jeu du chat et de la souris. Je quitte Ifrane en voiture, protégé par Moulay Ahmed Alaoui, c'était vraiment la grande époque, qui me donne un véhicule à un chauffeur et qui se marrait, lui, ça faisait rire. Tout ça, mais sous sa protection, si je puis dire, mais serré de près par les véhicules de la police, de Driss Basri, qui, de Ifrane, en se relayant à Casablanca, ne m'ont pas lâché d'une seule semelle. Finalement, je suis arrivé à
À Casablanca, le sympathique gouverneur de l'époque, Motter, me propose de m'exfiltrer en bateau vers les Canaries. Vous voyez, c'est du SAS, c'est très amusant. Je dis que non, c'est trop dangereux, c'est risqué, etc. Donc les envoyés de Sidris campent au bas de mon hôtel. Je sors pour aller faire acheter des cigarettes. Ils montent dans mon hôtel, ils fouillent toutes mes affaires, ils lisent tous mes documents, mais ils n'arrivent pas à comprendre mon écriture. Ils appellent un journaliste ami pour leur demander de les aider à déchiffrer. Marocain. Oui, oui. Je ne dirai pas son nom pour les demander de déchiffrer mon écriture. Ce qu'il fait, effectivement, mais il n'y avait rien de particulièrement intéressant dedans. Ils ne m'ont pas lâché, et puis, bon, ils m'ont raccompagné, si je puis dire, jusqu'à l'aéroport, et je suis quand même parti, évidemment. Et non. Mais ils n'ont jamais su d'où venait la phrase. Je pense pas. Non, Très bien. Je pense pas. Vous êtes marié, Oui. 5 enfants. Oui. Dernière question. Est-ce que vous pouvez faire un autre métier? Est-ce que je pourrais faire un autre métier? Le journalisme. A priori, non. A priori, non. A priori, non. J'ai pensé à un moment diplomate, mais en réalité, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? J'aime trop écrire. Les Vous savez, diplomates, ça écrit? la petite phrase qu'il y a sur un cadre dans mon bureau, derrière mon bureau, Oui. c'est « on parle comme on peut ou comme on veut, on écrit comme on est ». C'est une Richard. phrase de Sioran. Sûrement. Oui. Eh bien voilà, c'est ça. Mais un diplomate, ça écrit? J'écris comme je suis. Oui, ça écrit de Vous manière... avez besoin d'écrire pour le public. Oui, j'ai besoin d'écrire en donnant un peu de mes tripes quand même. Merci François Soudan. Je vais vous infliger la fin, c'est-à-dire un petit portrait Oui. chinois. François Soudan, si vous étiez un animal, Une éponge, Hamid. Une éponge. Une éponge, c'est un animal sous-marin, contrairement à ce que pourrait penser. Et un journaliste doit être une éponge, c'est-à-dire s'imprégner de tout ce qui l'entoure. un arbre. Le chêne, Ah, pour résister. oui, et puis c'est un arbre de chez moi. Une fleur. Le nénuphar, il flotte à la surface de l'eau. C'est la connivence, mais il coule jamais. C'est ça, là, c'est important. Un grand journaliste. Jean Lacouture, Ah, c'est un modèle pour moi. C'est un véritable modèle. En plus, c'est le prince des journalistes. personnage absolument charmant, Et qui sait écrire. qui sait écrire et qui est modeste. Un romancier. Céline, Louis Ferdinand Céline. chef-d'œuvre absolu de Voyage au bout de la nuit. Un poète. Paul Éluard, j'aime beaucoup Paul Éluard. La résistance. Oui, bien sûr, Poème d'amour. oui. Une époque. Le XXe siècle, le siècle le plus passionnant de tous. Un péché. L'excès de prudence peut parfois conduire à une forme de cynisme. J'essaie de m'en garder. Une vertu. La loyauté, la fidélité. Merci François Soudan. Il vous reste à poser votre question, à qui vous voulez. Hamid, c'est pas une question, c'est une requête que je voudrais, avec tout le respect que je lui dois, formuler à Sa Majesté, au roi du Maroc. Majesté, vous ne m'avez jamais accordé d'interview. Jamais accordé d'interview au Jeune Afrique. Vous en accordez d'ailleurs de façon tout à fait exceptionnelle, très rare. Vous avez pourtant énormément de choses à dire. L'Afrique et le monde ont beaucoup de choses à apprendre de vous. Alors je suis disponible. Et vous comprendrez, je pense, le sens de ma démarche et de ma demande, Majesté, c'est où vous voulez et quand vous voulez pour l'interview. Merci François Soudan. J'espère que la requête sera exaucée. Merci madame, merci monsieur. Vous connaissez l'adresse, elle s'affiche. Vous pouvez nous écrire, envoyer vos sollicitations, vos requêtes, vos critiques. Bonsoir.